Bienvenue pour ce nouvel échange proposé par l'UFE Berlin. Aujourd'hui, avec ma collègue, nous allons explorer un sujet à la fois dense et émouvant. Les récentes commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps, ici à Berlin. N'est-ce pas? Tout à fait. Un sujet essentiel, oui, qui résonne fortement avec l'histoire de cette ville et les liens franco-allemands. Absolument. Alors, début mai, il y a eu des cérémonies très fortes. C'était pour marquer les 80 ans de la libération des camps de Ravensbrück et Sachsenhausen, juste au nord de Berlin. Hmm. L'ambassadeur de France, M. François Delattre, était présent. Hmm. Et il y avait aussi une dizaine de survivants. Ah oui, Un moment vraiment particulièrement émouvant. Parce que pour beaucoup d'entre eux, c'était sans doute un dernier retour sur ces lieux de mémoire. oui, ces moments sont cruciaux et Ravensbrück notamment, ça reste gravé comme l'enfer des femmes. C'est ça. Entre 1939 et 45, c'est 123 000 femmes de 40 nationalités qui ont été C'est déportées, incroyable. dont près de 6 000 françaises. Et les chiffres, hein, bon, ça donne le vertige, hein. 28 000 y sont mortes, dans des conditions inhumaines. Et on sait que des figures emblématiques de la résistance y ont été internées. Je pense à Germaine Tillon, l'ethnologue. Oui, ou Geneviève de Gaulle, la nièce du général, exactement. On pense aussi aux dessins, ceux de Jeannette Lerminier, faits clandestinement. Des témoignages vraiment poignants de la survie au quotidien. Tout à fait. Mais au-delà des chiffres, ce sont les histoires individuelles qui saisissent, quoi. Oui, c'est ça qui marque le plus, comme l'histoire d'Ange-Laure Prochnow, par exemple. Elle est née dans le camp en 44. Sa mère, allemande, avait une relation interdite par les lois raciales nazies avec un travailleur forcé polonais. Terrible. Ou alors ce fait effroyable, sur environ 850 bébés français nés là-bas, dans le camp, seuls 3 auraient survécu. 3. Oui, parce que l'avortement forcé ou même l'infanticide, c'était la norme. Ces destins, ça rappelle vraiment la brutalité absolue du système. C'est difficilement concevable. Et cette mémoire douloureuse de Ravensbrück, elle trouve un écho différent, euh, peut-être plus complexe encore, à Sachsenhausen. Comment on aborde cette complexité aujourd'hui? Alors Sachsenhausen, oui, a ce qu'on appelle un double passé. C'était un camp de concentration nazi majeur, très important, près de Berlin, mais il n'a pas été simplement libéré et puis fermé. Ah non. Non. Dès mai 1945, les soviétiques l'ont transformé en camp spécial, le Spezlag numéro 7. D'accord. Et là, le NKVD, donc la police politique soviétique de l'époque, a interné sans jugement des milliers d'opposants. Réels ou supposés d'ailleurs. Donc une continuité de la détention, mais sous un autre régime. Exactement. Contrairement à Ravensbrück, qui est devenu une caserne soviétique, Sachsenhausen est resté un lieu de détention et de souffrance, mais sous une autre dictature. Ce qui souligne l'importance de se souvenir de toutes les victimes des totalitarismes, sans hiérarchiser les souffrances en fait. Précisément. Et c'est là que tout le travail sur la mémoire franco-allemande prend une dimension particulière. Il a été célébré lors d'une réception à l'ambassade de France le 5 mai dernier. Oui. L'ambassadeur de Lattre y a accueilli des associations mémorielles et aussi des survivantes, comme Lily Léniel, qui avait été déportée à 11 ans. Et il y a eu 2 moments forts qui ont marqué cet événement. Ah oui. Lesquels? D'abord, la découverte en avant-première d'un court-métrage de Wim Wenders, Schlüssel zur Freiheit, la clé de la liberté. D'accord. Il revient sur la signature de la première capitulation allemande à Reims, le 7 mai 45, et il utilise des archives exceptionnelles, remasterisées. C'est un regard très personnel du cinéaste sur ses 80 ans. Intéressant. Et le second temps fort? C'était une table ronde sur le rôle de la mémoire. Avec notamment Géraldine Schwartz, la journaliste et auteure, elle a rappelé à quel point ce travail mémoriel franco-allemand, cette capacité à affronter ensemble les pages les plus sombres de l'histoire, eh bien c'est une démarche quasi inédite. Une démarche particulière. Oui, et c'est cette confrontation partagée qui a permis une réconciliation si profonde et durable. Un modèle qui n'a pas tant d'équivalent dans le monde, en fait. C'est un point fondamental, oui. L'ambassadeur de Lattre a d'ailleurs insisté là-dessus. Ouais. 80 ans après les faits, la mémoire demeure le ciment de notre entente européenne. Il a vraiment souligné combien la paix, la démocratie, l'état de droit, ce sont des acquis précieux mais fragiles, Tout à fait. qu'il faut défendre constamment. Absolument. Et il a aussi relayé l'avertissement très puissant de Margot Friedlander, survivante de la Shoah, décédée très récemment à 103 ans. Ouais. Elle n'arrêtait pas de répéter, à propos de la montée du nazisme, c'est ainsi que tout a commencé à l'époque. Un message d'une actualité brûlante qui nous invite vraiment à rester vigilants. Voilà qui donne matière à réflexion et qui conclut bien notre échange pour aujourd'hui. Un grand merci pour ces éclairages.
Merci à toi, la discussion était vraiment passionnante. Et merci pour l'écoute. Pour trouver tous les détails des sujets qu'on a abordés, les récits évoqués, et pour approfondir ces questions, n'hésitez pas à visiter le site web de l'UFE Berlin. C'est la ressource idéale. On y trouve toutes les actualités et les prochains événements. À très bientôt pour une nouvelle discussion proposée par l'UFE Berlin.